Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Voici les titres de ce jour. Karine Fernandez, du bout du monde à la littérature, l'auteur abordera son parcours de vie et ses œuvres littéraires marquantes. Et pour finir, nos reporters se sont rendus au lycée agricole des Arcs-sur-Argence, dans le cadre de la fête de la science. En résidence à la Fondation des Treilles à Tourtour, l'auteur Karine Fernandez aborde pour nous son parcours de vie, ses œuvres littéraires marquantes qui l'ont jalonné et qui, comme ses expériences à l'étranger, ont nourri et inspiré ses propres écrits. C'est un moment d'intimité et de confidence que Karine Fernandez partage avec nous dans notre émission À cœur ouvert. Un reportage de Maureen Lannes et Nicolas Natalini. Bonjour, je suis Karine Fernandez, je suis auteure, donc romancière et poète, et j'aimerais vous parler de mon travail. Alors je peux dire que j'ai eu, il me semble avoir eu très tôt une vocation littéraire pour l'écriture, mais il s'agit d'une vocation contrariée. Dans la mesure où, très jeune, j'ai dévoré les livres. J'écrivais des poèmes. J'ai d'ailleurs gagné un concours de poésie à l'âge de 13 ans. C'était pas un concours pour jeunes, c'était un concours destiné à des adultes. J'ai triché sur mon âge. Donc c'était ma première entrée dans la littérature. C'est très ancien. Et à partir de cela, pourquoi je vous dis vocation contrariée? Eh bien, c'est parce que je n'ai rien publié jusqu'ensuite à l'âge de 40 ans. Et pourquoi? Parce que la vie a pris le dessus. La vie et l'aventure. Et je suis partie au Moyen-Orient, ensuite aux États-Unis. Je me suis expatriée une grande partie de ma vie. Et d'une certaine manière, j'ai pensé que cette passion de jeunesse pour la littérature, eh bien, n'était peut-être pas pour moi. J'y renonçais un petit peu. J'écrivais de la poésie, mais c'était pour le tiroir. En revanche, j'étais une grande lectrice et à l'étranger, eh bien, j'ai passé beaucoup de temps dans des lieux comme celui-ci, dans des bibliothèques. Et les bibliothèques ont été mon univers. J'ai été nourrie par la littérature et je crois que les textes nous fécondent d'une certaine manière. J'ai passé ma vie à voir le monde, à découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Il y a eu de nombreuses années en Égypte, un petit peu au Liban, 3 ans aux États-Unis et 10 ans en Arabie Saoudite. À mon retour en France, donc là j'ai 40 ans, je reviens en France définitivement, il s'est passé quelque chose de curieux. À ce moment-là, c'est comme si j'avais renoué avec cette vocation première et je me suis mise à écrire des romans, plus tellement de la poésie, des romans. Et des romans qui étaient nourris de toute mon expérience, qui était nourrie bien sûr, de mes lectures, parce que comme je vous le dis, on est les enfants des livres qu'on a lus, mais qui était nourrie de toutes ces expériences que j'avais vécues, de tous ces pays. Donc voilà, plusieurs romans se sont succédés, et des romans souvent qui sont ancrés au Moyen-Orient. Les auteurs qui m'ont inspirée sont tellement nombreux, je dirais toute la bibliothèque, mais bon. Alors, il y a ceux qui m'ont poussée au départ. Ceux qui m'ont poussée au départ, je suis partie à 16 ans, il s'agit pratiquement d'une fugue pour le Moyen-Orient. Eh bien, il y a eu les poètes. Je vous ai dit que j'écrivais de la poésie. Et les poètes, eh bien sûr, Rimbaud. Rimbaud avec la tentation de l'Orient, du Yémen. Et Blaise Cendrars, avec la prose du Transsibérien. Donc je suis partie comme Blaise Cendrars qui raconte qu'il était passé par la fenêtre chez lui dans son village en Suisse. Eh bien moi je suis partie aussi, j'ai voulu faire ma prose du Transsibérien. Il y a eu cela. Après les écrivains pour moi qui sont des livres de chevet auxquels je retourne toujours, souvent les écrivains du 19e, notamment Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, c'est toujours cette musique, cet enchantement. J'ai fait une thèse sur Gérard de Nerval. J'ai fait une thèse sur le voyage en Orient de Gérard de Nerval. J'ai commencé cette thèse quand j'étais en Égypte. Je l'ai terminée quand j'étais aux États-Unis. Mais voilà, Nerval, le voyage en Orient a toujours été avec moi.
Ensuite, bien sûr, bon, je parle des poètes des écrivains du 19e, bien sûr, Baudelaire, Hugo. Mais il y a des écrivains qui m'ont davantage marqué. Alors, bon, Tolstoï m'a beaucoup marqué. Mais je considère que c'est vraiment, pour moi, c'est peut-être le plus grand romancier. Parfois des nouvelles peu connues, comme La mort d'Ivan Ilitch, que j'ai trouvé complètement bouleversant et qui m'a d'une certaine manière fait découvrir, fait ressentir ce que pouvait être même ma propre mort. Voilà, donc Tolstoï, Cervantes, bien sûr, parce que je suis très, très espagnole, et un roman qui est peu connu, mais qui pour moi a été un roman matrice et qui a inspiré mon écriture, et puis le roman que je viens de terminer là, ici au Treil, dont je vous parlerai, eh bien, il s'agit de Potocki, et Potocki qui a écrit le manuscrit trouvé à Saragosse. C'est pas très connu. Potocki était un écrivain polonais qui écrivait en français, donc à l'époque napoléonienne, qui écrit son chef-d'œuvre. Et le manuscrit trouvé à Saragosse, c'est ce que j'appelle les livres-mondes. C'est un roman à tiroir avec des histoires qui s'emboîtent comme Les Mille et une nuits. Et j'ai toujours été fascinée par Les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, c'est-à-dire le roman sans fin. Après, il y a un autre livre encore, peut-être moins connu des lecteurs français. C'est un écrivain mexicain qui s'appelle Juan Rulfo et qui a écrit, il a peu écrit, mais bon, il a écrit son chef-d'œuvre qui s'appelle Pedro Páramo. C'est un roman qui a inspiré un peu tout le réalisme magique au Mexique. Et ça, c'est un roman que j'ai lu à la vingtaine, mais qui m'a beaucoup inspiré, auquel je retourne. Voilà, c'est un livre qui est en moi. Mes romans, comme je vous l'ai dit, sont inspirés par les univers que j'ai traversés. Les trois premiers romans qui ont été publiés chez Actes Sud sont inspirés par le Moyen-Orient. La Servante abyssine, c'est l'Arabie. La Comédie du Caire, comme son nom l'indique, l'Égypte. Et La Saison rouge se passe dans un pays imaginaire, le royaume de Catan, mais derrière lequel on reconnaît l'Arabie saoudite. Donc, trois romans qui se passent au Moyen-Orient, qui sont nourris véritablement d'une expérience. Je vais peut-être vous parler du premier roman, La Servante abyssine, qui a été mon entrée dans la littérature, mon entrée dans le roman en France, qui a été publié en 2003. Eh bien, il a certainement une dimension historique et sociologique, puisqu'il nous fait découvrir un pays très très peu connu, très mystérieux encore, l'Arabie saoudite, à travers le regard d'une servante abyssine, donc qui vient d'Afrique. Et pour moi, c'était important parce que, d'une certaine manière, ce n'était pas mon regard à moi, mon point de vue. Et je n'avais pas envie de donner le point de vue d'une Européenne sur l'Arabie. Mais il y a une forme de triangle qui s'est créée. C'était plus l'Arabie vue par une Européenne, mais c'était l'Arabie vue par une Africaine. Et dans ce roman, il y a également un Européen qui est vu par une Africaine. Donc il y avait cette multiplicité des regards, ce changement de point de vue qui me semblait très intéressant. Alors bien sûr, dans La Servante abyssine, il y a des tas de choses qui vont être révélées. Le roman est un révélateur et à travers le regard de cette servante, des tas d'injustices, des faits qui nous semblent à nous assez terribles, sont mis à jour. Et ça m'intéressait. Donc il y a toute cette dimension. Mais un roman, c'est aussi autre chose. Un roman, c'est pénétrer dans l'intimité des personnages. Et Aragon disait que le roman nous sert à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une tête. Et ça, aucune autre science peut nous l'apporter. Bon, bien sûr, il y a la psychologie, il y a la sociologie, mais même si vous regardez un documentaire sur la psychologie, il ne vous donnera pas l'intimité que vous avez à travers le roman. Donc, pour moi, ça, c'était très important. Donc, mes romans peuvent avoir une dimension sociologique ou historique. Ils ont, j'espère, aussi une autre dimension qui est une dimension poétique. Et je ne vous ai pas parlé peut-être de la poésie, mais bon, j'ai aussi publié de la poésie récemment. Toute cette poésie que j'avais mise au tiroir pendant des années, eh bien, je l'ai réunie un petit peu en un recueil il y a 3-4 ans.
Et je crois que la poésie, d'une certaine manière, innerve, irrigue mes romans. Il y a cela aussi. Et les romans, eh bien, la dimension romanesque, pour moi, qui est très peu autobiographique, je n'ai pas écrit d'autobiographie. Ce qui m'intéresse dans le roman, c'est d'avoir un point de vue autre, étranger. C'est d'une certaine manière sortir de soi et créer un univers qui vous soit étranger, mais en même temps qui existe. Je ne crois pas que le roman soit là pour refléter le réel, mais pour recomposer une autre réalité. Et pour dire une vérité aussi sur cette réalité. Donc le roman, pour moi, est une création qui s'ajoute à la réalité, qui s'ajoute au monde que l'on connaît et qui est réel. En même temps, dans le roman, il y a quelque chose par rapport à la réalité de formidable, c'est que le roman possède une tension que le réel n'a pas. Le réel est quelque chose qui nous échappe, qui est dilué, finalement qui n'a pas tellement de sens, qui part dans tous les sens. Tandis que le roman a un début, a une fin, a une structure, a une architecture, et il donne sens. C'est comme en photographie, le cadrage. Un roman, c'est quelque chose, il y a ce cadrage. Donc une tension que le réel n'a pas, c'est Nabokov qui disait cette phrase, elle n'est pas de moi, mais elle m'inspire beaucoup, et c'est ce que j'essaie de faire et de donner. Apporter quelque chose au monde, et en même temps, en écrivant un roman, je sais à peu près où je vais, mais je dis vraiment à peu près. Et en cours de route, je vais découvrir des tas de choses. Alors, je vais me perdre un petit peu. Mais s'égarer, c'est une bonne chose aussi, parce que ça va nous faire découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Alors, je suis ici dans un lieu magique, un lieu véritablement merveilleux. Merveilleux, c'est un adjectif que j'aime beaucoup. Mirabilia, ce qui est digne d'être regardé. Eh bien, je crois que ici, vraiment, nous sommes dans le royaume des merveilles. La Fondation d'Étreilles. Alors, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège d'avoir un prix d'écriture et qui me permet de passer un certain temps dans cette Fondation d'Étreilles, qui semble couper du monde, véritablement dans une nature qui a parfois des caractères italiens. On a l'impression parfois d'être dans certains paysages d'Ombrie, de Toscane. Et je suis ici essentiellement pour écrire. Et je viens de terminer un roman. Et là, c'est un roman de longue haleine. Je pense qu'il fallait que je sois ici pour arriver à le terminer. Il s'agit d'un roman picaresque, historique. Et quand je dis historique, on remonte vraiment dans le temps, on arrive au XVIIIe siècle. Donc un roman qui se déroule à la fin du XVIIIe, début du XIXe, et un roman picaresque, un roman d'aventure, un roman d'apprentissage aussi, avec un personnage de fiction, qui est un gentilhomme espagnol, son père destiné à la carrière des armes, mais qui lui est absolument passionné de théâtre. Et ce personnage va parcourir un petit peu l'Europe, et c'est une Europe qui est en proie à des tensions extrêmes. Il y aura la Révolution française, après l'Empire. Et ce personnage de fiction va rencontrer un personnage réel, un personnage authentique, que je connais très bien, avec lequel j'ai vécu plus de 10 ans, pour la bonne raison que j'ai fait mon doctorat d'État sur ce personnage. C'est un auteur, William Beckford. Et William Beckford est l'auteur de Vathek, un conte oriental fantastique. Et c'est William Beckford, donc personnage réel, qui rencontre mon personnage de fiction. Une amitié se lie entre eux et William Beckford va l'initier à l'Orient. Et mon personnage se retrouvera en Égypte à l'époque de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Donc voilà. Donc c'est vraiment un roman d'aventure et un roman dans lequel j'ai mis toutes mes passions. J'y ai mis ma passion pour la littérature. Il y a aussi la musique, puisque il y a aussi la musique est très importante. J'ai mis l'Espagne. J'y ai mis
aussi le début du romantisme, parce qu'on est dans le début du romantisme. J'ai mis William Beckford, bien sûr. Voilà, j'ai mis l'Orient et les Mille et une nuits aussi, parce que c'est un roman un peu avec une structure comme dans les Mille et une nuits, un roman à tiroir, et quelqu'un qui raconte une histoire à l'intérieur d'une histoire. Donc, je vous parlais au début du manuscrit trouvé à Saragosse, de Potocki. Eh bien, c'est là où j'ai essayé, avec mes faibles moyens, de faire mon petit manuscrit trouvé au Treil, pas à Saragosse. Dans le cadre de la Fête de la Science, en partenariat avec l'association Gulliver, le lycée Agricampus a reçu toute la journée 7 classes de 5e du Collège des Arcs-sur-Argence. Des ateliers sur le thème du sport et de la neuroscience étaient proposés par les élèves de première. Un moment de curiosité pour cette jeunesse en pleine découverte. Un reportage de Maureen Lannes et Nicolas Natalini. Au lycée agricole des Arcs-sur-Argent, il est temps de faire chauffer les neurones. L'établissement est l'un de ceux accueillant la Fête de la Science, dont l'organisation tire son origine d'une collaboration. Nous, en tant que coordination départementale, on se déplace tout au long de la Fête de la Science, donc du 6 au 16 octobre, sur les événements qui sont organisés par les établissements scolaires à destination d'autres scolaires ou du grand public. L'organisation s'est faite à partir d'une rencontre avec l'association Gulliver, qui nous a parlé de la Fête de la Science. Je me suis dit que c'était une opportunité pour nous d'utiliser les connaissances qui sortaient du cours d'informatique, du cours de biologie, du cours d'éducation socio-culturelle, de les mettre en œuvre à destination d'un public. Et avec le thème de cette édition, ce ne sont pas que les muscles du cerveau qui vont être stimulés. Cette année, la thématique nationale de la Fête de la Science, c'est sport et sciences. Et le lycée agricole des Arcs-sur-Argent a tenu à s'emparer de cette thématique pour parler de sport et de neurosciences. Pour garantir l'apprentissage en s'amusant, les organisateurs n'ont pas manqué de variété quant aux ateliers proposés. Entre autres, il y a séance de relaxation, quiz collectif et même un escape game. Moi, je suis sur une activité de relaxation. Il y a des classes de 5e qui viennent et on les fait un peu s'amuser. Souvent, il y a beaucoup de questions en rapport avec la science et le sport. On a décidé de mettre en place un Kahoot, donc un jeu sur Internet avec 20 questions sur le sens de l'équilibre pour apprendre aux 5e que l'équilibre est un 6e sens. On a caché des parties du corps comme la moelle épinière, le cerveau, etc. pour mettre en mouvement un squelette qui la fera sortir. Et tout le monde, enseignant comme élève, met la main à la pâte. La base, c'était la contraction musculaire. Je voulais faire un atelier autour de la contraction musculaire. Et c'est les élèves qui ont eu l'idée des énigmes, de partir sur un escape game. Donc on va dire que c'est vraiment un travail de groupe. Les élèves sont autant acteurs, participants et on va dire metteurs au point pour que l'atelier se passe correctement. Les élèves, ils ont pris connaissance, on leur a demandé s'ils adhéraient ou pas au projet de la Fête de la Science. Et ensuite, on leur a donné le cadre et on leur a dit « Allez-y, vous construisez et nous, on jalonne avec vous ». Tout pour célébrer l'union de la tête et des jambes, qui sont plus étroitement liées qu'on pourrait le croire. Notre cerveau, tous nos organes se mettent en action. Tout ce qui est notion psychique, le bien-être, la réflexion et aussi les performances qui sont beaucoup liées à notre côté mental et à nos performances neurologiques. Les connaissances en sciences sociales, elles travaillent beaucoup sur l'intelligence collective. Ce qu'on célèbre aussi avec la Fête de la Science, c'est tout ce que la science peut apporter au sport pour améliorer les performances sportives, pour les mesures, parce que dans le sport, on est aussi souvent dans la compétition et donc on essaye de toujours s'améliorer, soit en compétition par rapport à soi-même, soit par rapport aux autres. Le succès est au rendez-vous pour les enfants participants et le partage du côté des organisateurs semble tout aussi gratifiant. C'était très exaltant de la préparer. Ça permet de travailler avec mes collègues de bio, de sciences physiques, d'informatique, ensemble, de décloisonner les connaissances et de travailler dans la transversalité et de créer une dynamique dans ces deux classes et dans le lycée qui touche son territoire.
le savoir devient vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du savoir scientifique, on a du savoir sociétal et on a du savoir comportemental. C'est tout ce que j'aime et je vois l'enseignement comme ça. Et nos élèves, ils ont choisi la vie professionnelle, donc ils ont quand même une appétence à être actifs, à apprendre en faisant et en retransmettant ce qu'ils ont vécu et appris. Une façon de briser les frontières qui correspond à la philosophie de la Fête de la Science et qu'elle compte bien perdurer au fil de ses prochaines éditions. Et à présent, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Cette semaine, dans l'actu sportive, nous débutons une nouvelle fois avec du rugby. Pour leur première rencontre, les Dragonines ont empoché le match avec une victoire éclatante 79-14 face au Stade Niçois à domicile. Grâce à ce résultat, nos joueuses s'implantent dans la première partie de leur poule en attendant la prochaine rencontre. Celle-ci aura lieu le 12 novembre pendant un déplacement chez le Rugby Olympique de Grasse. Côté masculin, l'équipe a également remporté son match sur un score bien plus serré de 24-22. Malgré la proximité du résultat, cette nouvelle victoire permet au club de tenir la distance au classement en restant à 1 point de la tête. Ce dimanche, à domicile, le RCD recevra le Marseille Rugby Méditerranée pour disputer le 5e match de cette saison. Bonne chance à vous messieurs. Passons maintenant au handball. Après un début de saison sur les chapeaux de roue, le DVHB connaît une nouvelle déconvenue en concédant au score de 28-25 un second match d'affilée. Cette fois face au Pau Nousti-Sport. Malgré cette seconde défaite, le club conserve une bonne place au classement dans la première partie de tableau. Ce samedi 21 octobre à 20h, les Dragons disputeront leur 6e match de la saison à domicile face au Bruges 33 Handball, les actuels derniers du classement. Allez en nombre les encourager. Pour finir, un petit mot sur une journée handi-pétanque qui aura lieu ce samedi 21 octobre de 8h30 à 18h, organisée par les compagnons de l'Ordre des Palmes Académiques, la ville ainsi que l'ABC Draguignan. Des parties d'environ 1 heure seront disputées entre triplettes composées d'un adulte en situation de handicap, d'un licencié ainsi que d'une personnalité. L'accès sera gratuit et une buvette sera tenue sur place. C'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouverons vendredi pour une nouvelle rubrique, à la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, on termine la semaine en ciné-soupe à Salerne. Le cinéma La Tomette organise ce vendredi à 20h30 une séance du film Burning Days, avec bien évidemment pour les gourmands une soupe sera servie à 19h30 pour cette soirée organisée en soutien aux migrants. Allez maintenant direction les Arcs-sur-Argence pour suivre une comédie avec une histoire intrigante. Chérie, j'ai invité mon ex se déroulera ce samedi à 20h30 à l'auditorium Oiseau-Lyre. Pour finir, quoi de mieux que le faire en dansant? Atout Trans organise sa soirée antillaise à Trans en Provence ce samedi. Au programme, un repas antillais et bien évidemment une animation musicale tout au long de la soirée, pour profiter un maximum de cette convivialité. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site Canal D. Et non, je n'ai pas oublié la citation de ce JDV. Aujourd'hui, c'en est une envoyée par une abonnée Instagram, Jennifer, qui est le sourire et le parfum du bonheur. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.